Direction l'Autriche, sur les bords du Danube. Le gendarme du nucléaire, c'est l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. C'est une organisation basée à Vienne qui dépend de l'ONU. Dans ces bâtiments, plus de 2200 fonctionnaires sont en charge de contrôler les centrales et les réacteurs nucléaires, mais aussi le commerce du minerai dans le monde. Le travail de l'agence peut déboucher sur des embargos. L'objectif, c'est d'empêcher une prolifération anarchique du nucléaire, notamment à des fins militaires. Le sujet est ultra sensible, les conséquences des enquêtes de l'AIEA sont très politiques. L'interview se passe sous la vigilance très pointilleuse du chargé de presse. Nous, on ne fait pas de réglementation pour les petites mines. On met au point des recommandations pour des pays et chaque pays est ensuite responsable de ce qui se passe dans ses propres mines. Pas de problème avec les grands principes, mais dès qu'on aborde un cas particulier, l'interview s'avère plus compliquée. N'est-ce pas difficile pour vous de contrôler un pays comme le Congo? Je ne peux pas parler du Congo. Je ne suis pas le gouvernement congolais. Et je ne fais pas partie du service de l'agence qui contrôle l'activité des mines. Visiblement, nos questions gênent. Au bout de quelques minutes, c'en est trop pour l'attaché de presse. Vous êtes sûr que je ne peux pas rencontrer un spécialiste du Congo? J'en suis sûr. Vous avez déjà demandé? Oui, je l'ai fait, désolé. Et pourquoi? C'était un sujet sensible? Oui. Le contrôle au Congo est un sujet dont on ne parle pas. L'agence est très embarrassée pour parler officiellement de la République démocratique du Congo. L'ONU a organisé à grands frais les premières élections dans ce pays et veut ménager le président congolais. Les officiels ne diront rien de plus. Nous décidons de rencontrer un autre expert de l'AIEA pour un entretien plus officieux. L'homme accepte de nous rencontrer. À l'extérieur de l'agence, par peur des oreilles indiscrètes et sous couvert d'anonymat. Patrick Forestier, comment allez-vous? En réalité, les trafics interdits de la mine de Shinkolewé sont bien connus à Vienne. Ce spécialiste est même très au courant des subterfuges utilisés par les trafiquants, mais il reconnaît que l'AIEA a du mal à trouver la parade. On se rend compte que finalement, il y a un vide juridique à essayer d'éviter qu'il y ait une contrebande de l'uranium sous le couvert de minerais de cuivre, de cobalt, de coltan, tout en sachant que les gars, ils n'ont rien à foutre de cuivre, ils n'ont rien à foutre du cobalt, mais ils sont là pour l'uranium. Si le mec qui retire à Shinko, et que c'est l'uranium et qu'il dit ah non, c'est du cuivre. Donc c'est un peu compliqué. Mais c'est là que le problème. C'est pas toujours du jour au lendemain, on trouve les informations. C'est un travail de temps, d'analyse, de recoupement, de savoir quels sont les gens qui travaillent sur place, quels sont les intermédiaires. Le minerai est passé par là. Qu'est-ce qui s'est passé à un tel point? Il y a eu des arrangements financiers. Qui a payé? Sur quel compte? Tout ça, l'agence le fait. Mais c'est un travail de fourmi. Vous n'avez pas le pouvoir coercitif, c'est-à-dire... Ah non. Si je vous dis non, vous ne rentrez pas chez moi, vous partez. Ah, c'est vrai. Si l'AIEA se méfie du Congo, c'est qu'elle a de bonnes raisons. Le pays a déjà été épinglé. Il n'en est pas à sa première incartade avérée avec les règles de l'agence. En août 2006, l'hebdomadaire britannique Sunday Times révèle un trafic d'uranium depuis le Congo vers l'Iran. Une cargaison de minerais chargée à Dar es Salaam devait être acheminée vers le port iranien de Bandar Abbas. L'homme qui a découvert ce trafic habite aujourd'hui en Angleterre, près de Birmingham. C'était de l'uranium et il venait du Katanga. Au moment où je suis arrivé à Dar es Salaam, les containers avaient été enlevés. Je pense par les Américains. Mais c'était très sensible. J'ai parlé à des officiels là-bas et j'ai obtenu la confirmation que la cargaison était destinée à l'Iran. Si vous avez un certificat de douane qui dit que vous avez envoyé de l'uranium à Bandar Abbas, vous pouvez oublier. L'Iran est un pays sous embargo. L'AIEA le soupçonne de préparer une bombe atomique. Il lui est interdit d'importer de l'uranium.
En revanche, si vous avez un document qui indique que vous avez exporté du coltan au Kazakhstan via Bandar Abbas, c'est bon. Ce sera juste un conteneur de plus parmi des milliers. C'est comme cela que l'on procède au trafic. Il y a tellement de conteneurs chaque jour qui circulent que la probabilité d'être contrôlé est ridicule. C'est en enquêtant dans ce port, Dar es Salaam en Tanzanie, le débouché maritime des minerais congolais, que Brian Johnson Thomas est arrivé à mettre à jour les mécanismes du trafic. Ce qui s'est passé clairement dans le cas de la cargaison affrétée à Dar es Salaam, c'est que plusieurs officiels du gouvernement congolais avaient la possibilité de fabriquer des faux documents qui permettent de passer tous les contrôles. Pour vous, à cette époque, qui achetait l'uranium congolais? Le gouvernement iranien espérait acheter cet uranium parce qu'il est de meilleure qualité que celui qu'il a chez lui. Il est plus facile à travailler si vous voulez fabriquer des bombes. L'Iran, comme le Congo, ont tout démenti en bloc. Les mois d'enquête de Brian n'ont débouché sur aucune décision concrète de la part de l'ONU. Dans l'enceinte de l'université, ce bâtiment peint en bleu et blanc apparemment anodin abrite un réacteur nucléaire expérimental. Une autre affaire a défrayé la chronique. Direction Kinshasa, la capitale du Congo. La ville est une des plus déshéritées d'Afrique. Dans ce pays instable, des régions entières sont hors contrôle. Il y a des guerres depuis 15 ans. On y trouve pourtant une installation extrêmement rare sur le continent. Dans l'enceinte de l'université, ce bâtiment peint en bleu et blanc apparemment anodin abrite un réacteur nucléaire expérimental. À l'entrée, les formalités sont rapides, sans commune mesure avec celles qui prévalent dans les centrales en Europe. C'est vrai, ça. Tout est vétuste, seul fonctionne un petit appareil qui sert à quelques expériences médicales. Ici, on travaille plus avec le césium-137. On n'a pas encore du radiateur au cobalt 60. Et c'est ça qui nous sera vraiment... qui nous fera plaisir de l'avoir. Nous avons fait déjà la demande. La demande a été faite. C'était l'appareil qui est assez ancien ou... 72. 72, oui. Donc là, il est posé là depuis 72, ça n'a plus bougé. Hein, Non, on irradie, hein. On fait beaucoup de radiation ici. Alors, je voulais ajouter qu'il est sous haute protection quand même, parce que tous les lieux sensibles, comme ici, sont entourés des équipements de détection. Détection de rayonnement. Disons, contre les intrusions. Hein. Oui. Est-ce qu'on peut dire, hein. Nous avons des détecteurs d'intrusion. Oui, je vois que vous avez quand on a fermé, il n'y a personne qui peut venir toucher ici sans... Je vois que vous avez renforcé le... Si, on a renforcé tout ça. Pour empêcher les vols, de vieux barreaux aux fenêtres. Et derrière cette simple porte, le cœur du centre, le réacteur nucléaire. Il a été offert par les États-Unis et la Belgique juste avant l'indépendance en 1960. Depuis 2004, il est en panne. Mais au fond de la cuve, les barres d'uranium sont toujours là. Avec elles, on peut tout simplement bricoler une petite bombe et irradier des milliers de personnes. Ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Ça, c'est un matériel didactique. Il y en a suffisamment dans le cœur du réacteur. Vous avez combien là? Oui, il y en a un certain nombre, c'est suffisamment pour faire fonctionner le réacteur. Vous les comptez quoi? Mais bien sûr, il y a un inventaire qui se fait régulièrement. Chaque année, nous avons une inspection des experts de l'AIEA qui viennent ici dans le cadre de la comptabilité des matières nucléaires. Et chaque année, ils viennent pour vérifier la quantité... que le chiffre, voilà, exact. La question du comptage est plus sensible qu'il n'y paraît. En 1998, une barre d'uranium volée dans cette centrale a été retrouvée en Italie. La mafia sicilienne impliquée dans un trafic d'armes nucléaires. La police italienne a réussi à saisir des barres d'uranium pouvant servir à armer des ogives nucléaires. 14 personnes interpellées à Rome, à Catane et dans le nord du pays. Une seconde barre volée n'a jamais été retrouvée.
Aujourd'hui encore, elle représente un danger pour des centaines d'années, mais pas de quoi effrayer les blouses blanches. Il y a quelques années, il y avait eu 2 bars qui avaient... Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Il y a 35 ans. Il y a 35 ans. Une qu'on avait retrouvée chez nos amis italiens. Ah oui. Mais ça, c'est une histoire récurrente. Hein. Chaque année, on vient nous rabattre les oreilles à cause de cette histoire. Mais c'est une histoire qui a été déjà au niveau de l'inventaire de combustible. C'est déjà au niveau de l'inventaire, on a déjà mis ça de côté. Donc, on n'a plus de problème avec l'AIEA parce que nous avons déjà enlevé ça de notre inventaire de combustible. Ça a été reconnu que ça avait disparu et qu'on aurait retrouvé une barre chez nos amis italiens, comme vous avez si bien dit. Bon, pour nous, c'est déjà... ouais. Le fameux pupitre, c'est celui-là. Alors, c'est ici où il y a des problèmes. Voilà, tout est à l'arrêt ici. Oui, tu peux allumer. Pas la haute tension. Effectivement, lorsqu'on branche le pupitre, tous les témoins s'allument en rouge. Le réacteur est piloté depuis ici. Depuis ici. Quand c'est rouge, c'est toujours mauvais. Les verts, c'est bon. Les jaunes, c'est dangereux. Là encore, pas de quoi affoler les savants. Il faut remplacer tous les pupitres des commandes. Voilà. Parce que l'électronique a un peu vieilli. On ne trouve pas les pièces de rechange pour le moment. Pas sûr que quelqu'un soit prêt à les aider. Le nouveau pupitre n'est probablement pas pour demain. Bonjour. 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 Merci. Pour reparler des barres d'uranium disparues, un professeur du centre de recherche Fortuna Lummu accepte de nous retrouver à notre hôtel. À l'époque où les 2 barres ont disparu, l'enquête a donné quoi? Eh bien, l'enquête n'avait rien donné de positif. On s'est demandé comment ces barres avaient pu disparaître. Nous n'avons aucune explication. Aucune? Aucune. Parce qu'il n'y a pas eu effraction. Non. Quelqu'un est entré avec les clés pour accéder, pour prendre. Avec les clés? Avec les clés. Alors. C'est une opération qui était bien préparée. Et on a fouillé, j'étais à l'époque directeur général adjoint, on a fouillé chez chaque agent, au domicile de chaque agent. On n'a rien trouvé. C'est seulement plusieurs années plus tard, la presse qui révèle. Ces barres, entre mauvaises mains... Ah oui, elles peuvent faire très mal. Elles peuvent servir la cause des terroristes, des gens malveillants, absolument. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. Le lendemain, nous avons rendez-vous avec un haut fonctionnaire qui a été le témoin d'un autre trafic. Un trafic de ce que l'on appelle des casques d'uranium. En fait, des cylindres ou des cubes d'une quinzaine de kilos de matière radioactive. Des objets répertoriés sur ce document du Centre de l'énergie atomique congolais. Des objets interdits à la vente. Au début des années 2000, ils ont pourtant attiré la convoitise d'émissaires venus de Téhéran, un pays frappé d'embargo. Les Iraniens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce type de produit? Je ne sais pas, comme ils cherchaient de l'uranium par tous les moyens, ils pensaient trouver leur compte. Oui. C'est l'uranium qui les intéressait, bien sûr. Et dans cette délégation iranienne, on voit qui alors? Il y avait un scientifique de haut niveau, l'ambassadeur d'Iran, un envoyé spécial. Il parlait anglais ou... Anglais, bien sûr. Pas français, hein? Non, anglais. Est-ce que les Iraniens ont conclu le marché? Et ils n'ont pas pu conclure, puisque celui qui les a invités est mort ce jour-là. Le meurtrier de Laurent Désiré Kabila était apparemment l'un des membres de sa garde présidentielle. Ce jour-là, ce 16 janvier 2001, c'est un hasard de l'histoire qui fait capoter cette vente secrète aux Iraniens. C'est le jour où on a tué le président Kabila. Ce jour-là, les Iraniens. Eux, ils étaient là à la cité africaine, de l'Union africaine, attendant d'être reçus. Joseph Kabila, le fils qui succède au président assassiné, ne poursuivra pas la négociation avec les Iraniens. Il fait stocker les casques d'uranium, une 50aine, dans un camp militaire, à l'abri des questions de l'AIEA.